Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Hier soir, nous avons joué la fin de L'Ennemi dans l'ombre, la première partie de la campagne de l'ennemi intérieur. Malheureusement, on a l'enregistrement, mais dans cet enregistrement, il n'y a pas le micro du joueur qui a enregistré, le joueur qui incarne Roman Wagner. Et c'est pareil pour le débrief en fait. Donc, j'étais un peu le premier surpris parce que je pensais que c'était bon. Et j'ai commencé à réécouter, puis je me suis dit, il y a quand même des blancs qui sont très très longs. Et en fait, c'est tout simplement les moments où il parlait. Donc, le publier, c'est pas très très intéressant. Mais je vais quand même, dans un premier temps, vous résumer ce qui s'est passé. Dans un deuxième temps, essayer de vous résumer le débrief. Et dans un troisième temps, essayer de vous expliquer ce que je ferai pour la suite. Donc, ce qui s'est passé du coup, au début de la session, les PJ étaient plus ou moins recherchés dans Bogenhafen. Ils ont décidé de se rendre vers l'entrepôt 13 pour éviter le rituel. Donc évidemment, dans la ville, ils doivent éviter un peu de se faire repérer, tout ça. Il n'y a pas énormément de choses à raconter de ce point de vue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que se rendre à l'entrepôt 13 et gérer le rituel, ça a pris à peu près, je dirais, les 2 premières heures environ de la session. Et donc quand ils sont arrivés à l'entrepôt, ils ont réussi à arriver en avance par rapport aux cultistes qui se préparent au rituel. Et donc, ils se sont mis en embuscade dans l'entrepôt. Et la première personne à être entrée, c'est Joseph, c'est Staniger. Comment il s'appelle déjà Staniger ? Franz Staniger qui arrive en premier pour installer un peu le matériel du rituel. Donc, ils ont réussi à le choper. Le problème, c'est qu'ils se sont fait plus ou moins repérer par le gardien des entrepôts avec son chien, quoi, le mec qui surveille que personne traîne dans les entrepôts. Et donc, celui-ci est parti alerter la garde. Cunibald a pris les vêtements de Franz Staniger pour essayer de se faire passer pour lui, tandis que Roman s'est caché à l'étage en fait de l'entrepôt, un peu en embuscade, et Savazur a chopé Staniger, donc un des marchands, s'est planqué avec lui, il l'a attaché dans un coin et tout, et ils sont restés en embuscade. Et ensuite, après, c'est un peu confus, c'est le bordel, parce qu'en fait, consécutivement, chacun des membres du culte sont arrivés comme ça, au compte-gouttes, et finalement, les PJ, pour faire simple, se sont fait neutraliser, sauf Roman, qui était caché dans les combles, en fait, en embuscade. Donc Cunibald s'est fait tabasser, vraiment, ils se sont fait défoncer, et le rituel a commencé à démarrer. Donc Cunibald a été laissé pour mort, Savazur s'est retrouvé bâillonné, attaché dans un coin, et le rituel commence, et les membres de l'Ordo Septenarius s'apprêtaient à sacrifier la fille de Bauman. La fille de Bauman que les PJ plutôt dans la campagne ont tué Franz Bauman. Est-ce qu'il s'appelle Franz ? Je sais plus. Décidément, les prénoms, ça va pas. Mais en gros, c'est la fille de Bauman qui devait être sacrifiée. Le truc que les PJ ont capté aussi, c'est que Gideon, clairement, est capable de pouvoir magique. Il a disparu quand ils étaient chez Magirius. Sur la route vers l'entrepôt, je leur ai fait jouer la petite scène où Gideon fout le feu à un bâtiment et essaye d'accuser les PJ avant de se barrer en rigolant. Et quand l'Ordo Septenarius arrive dans l'entrepôt et tombe sur les PJ, je leur ai décrit que Gideon, donc qui se fait passer pour le cousin de Johannes Teugen, donc Johannes Teugen, le marchand qui est à la tête de l'Ordo Septenarius. Et en gros, voilà, quand Gideon arrive dans l'entrepôt, il sait tout ce qui se passe, en fait, il double tout le monde et il le fait bien savoir par son regard, en regardant les PJ, en mode « je contrôle la situation, vous pouvez rien faire ». Donc les PJ, évidemment, ont essayé de convaincre non seulement les marchands, mais aussi les débardeurs qui étaient sur place de se retourner contre Gideon, qu'il est en train de les manipuler, que le rituel va détruire la ville et tout. Ils ont raté tout leur jet de dés. Concrètement, les PJ ont raté tout leur jet de dés à peu de choses près, au moment où finalement, alors que le rituel est en cours, mais en fait le rituel, on y reviendra après, va échouer, parce que les PJ l'ont déjà trop retardé. Roman Wagner, qui est encore dans les combles, décide de sauter au milieu du rituel, d'égorger Teugen. Là, tous les marchands de la guilde qui sont déjà un peu tendax parce que rien ne se passe comme prévu, paniquent complètement, commencent à s'échapper dans tous les sens. Gideon disparaît en disant « vous me reverrez, ha 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 ». Et quand la cloche de minuit à Bogenhafen sonne, même si Teugen est déjà mort, son corps s'embrase de flammes roses et bleues. Une ouverture momentanée vers le labyrinthe de cristal de Tzeentch s'ouvre. Les PJ assistent à ça, certains prennent des points de corruption en voyant ça. Ils voient donc le corps de Franz Teugen être brûlé, réclamé par Tzeentch. Gideon s'échappe, et les PJ à ce moment-là décident d'évacuer Bogenhafen, parce qu'en fait, la garde risque d'arriver, les marchands se barrent en courant dans les rues, en hurlant au secours, on s'est fait doubler et tout. Et donc, les PJ décident de s'allier avec Domkov,
Dumkov, qui est le chef des débardeurs qui était bossé en fait avec Johannes Teugen et tout, mais qui se rend compte que là ça va trop loin et qui a peur que ça lui retombe dessus parce qu'évidemment les marchands qui se sont fait avoir par le rituel, tout ça, risquent de chercher des coupables, d'éliminer tout le monde. Il risque d'y avoir un jeu des chaises du pouvoir en fait. Maintenant que certains marchands sont décrédibilisés, donc même un Rock Broder, est-ce qu'on peut encore lui faire confiance? Est-ce que la garde, on peut encore lui faire confiance, etc. C'est la panique totale. Donc ils fuient avec Dumkov et ils vont se cacher dans le Bérebelli. Et finalement, Dumkov va réussir à les faire sortir de la ville qui reste sous quarantaine, en fait, en les cachant dans des tonneaux qu'on va jeter dans la rivière Bogun pour que le courant les emporte hors dehors de la ville. Ensuite, Dumkov, qui fuit avec eux, en nageant dans la rivière, s'en lave les mains, se dit moi je m'éloigne de cette ville, je vais rejoindre un cousin qui habite à Aldorf. Les PJ se retrouvent plus ou moins dans la pampa, ils veulent toujours aller au mariage. Pour le mariage, normalement, il y a quelqu'un qui devait venir les chercher en calèche, mais ils savent même pas si le mec a pu rentrer dans Bogenhafen ou s'il est déjà à l'intérieur de Bogenhafen et que du coup il a plus l'autorisation de sortir puisque la ville est en quarantaine parce qu'on cherche les meurtriers, etc., etc. Donc, ils décident d'essayer de s'y rendre par leurs propres moyens et on joue encore quelques petites scènes comme ça, dans une seconde partie de session après la pause, où ils marchent le long de la Bogun, ils arrivent dans un relais, ils demandent est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous emmener à Groenberg pour un mariage, etc. Et là, en fait, ils se rendent compte qu'il y a l'homme, on va dire l'homme de la forêt, qu'ils ont vu dans la session 1, avec les hommes bêtes, etc., qui est encore là. Cet homme de la forêt qu'ils avaient vu passer des documents à Teugen, la lettre de Etelka Herzen. Donc Sevazur reconnaît cet homme, il veut essayer de le prendre en chasse. Malheureusement, il y a il y a 2-3 jets de dés qui se font. Le type, sentant le coup fourré, reconnaissant lui aussi, c'est réciproque, Sevazur décide d'aller chercher son cheval rapidement à l'écurie et il arrive à se barrer du relais en ne laissant derrière lui que sa cape. Et donc, ils sont comme ça, tout détrempés dans un relais et tout. Et là, j'ai introduit un personnage un peu improvisé, un certain Brandt, qui leur dit « Bah, vous savez, moi, j'y vais au mariage de Von Saponetime et Von Levitch au château Groenberg. Je devais rentrer à l'intérieur de Bogenhafen pour rencontrer quelqu'un, mais malheureusement, ça va pas pouvoir se faire, donc j'y vais. Est-ce que vous voulez m'escorter ce qui fait pas bon de voyager sur les routes seul. » Ce personnage improvisé, il discute vite fait avec lui et il se rend compte que c'est un collègue de Rolf Freischneider, à savoir le répurgateur qui est mort dans les égouts. Et ils partent ensemble vers le mariage et on ferme la session là-dessus. Donc clairement, cette fin de session est encore une fois un assez beau bordel. Il y a quelques PNJ improvisés qui s'ajoutent. Brandt, c'était pas prévu. De toute façon, Rolf Freischneider, que j'avais intégré plutôt dans la campagne, etc. Il y a plein de choses qui sont pas passées comme dans la campagne. Là, ce qui s'est passé comme dans la campagne sur le rituel, c'est que dans le rituel, je trouve que c'est quand même assez étrange. En fait, le rituel est très facile à interrompre. Et ça, les PJ ne le savent pas forcément. Ils s'en sont rendus compte au bout d'un moment parce qu'il y a un des cultistes qui a dit si on n'arrive pas à finir avant minuit, de toute façon, ça marchera pas. Mais en vrai, c'est assez particulier de se dire que rien qu'en écrasant 2-3 bougies et en cassant, entre guillemets, le matos du rituel, en fait, c'est bon, le rituel est fini, et les PJ, eux, ils le savent pas forcément. Et donc, ils vont continuer à prendre des risques, entre guillemets, un peu pour rien. Donc ça, c'est assez étrange dans cette scène. En tout cas, elle était bien chaotique, la scène du rituel. La fin, c'est beaucoup plus, on brode, etc., la manière dont ils arrivent à quitter la ville. Et au final, on est encore plutôt dans les clous pour enchaîner sur un mort sur le Reich. Cependant, et donc ça c'est plutôt l'affaire du débrief, donc maintenant on va aller au débrief. Débrief. Donc le débrief, grosso modo, on a fait un peu des Stars and Wishes. Donc Stars and Wishes, qu'est-ce que c'est? C'est chacun donne une star, donc c'est un truc qu'il a bien aimé, et un Wishes, un truc qu'il aimerait bien voir évoluer, ou voir arriver pendant la campagne, etc. Et grosso modo, tout le monde a trouvé que c'était très cool et c'est éclaté. J'ai l'impression, de mémoire. Je ne pense pas vous mentir. Si jamais les joueurs pourront ajouter leurs commentaires en dessous de la vidéo. En gros, tout le monde s'est éclaté. Et en fait, c'est surtout moi qui ai amené un wish. Parce que les autres, leur souhait, c'était qu'on continue la campagne. Hein, pour la plupart, qu'on continue, tout ça. Moi, mon wish, c'est vraiment de changer arrêter, en fait, de jouer la campagne. Arrêter de jouer la campagne telle qu'elle est écrite, en fait. Parce que, grosso modo, ce que j'expliquais, c'est que pour moi, vraiment, il y a une incompatibilité entre jouer un système de résolution, quoi, et un système de scénario. Parce qu'en fait, si on prend un peu de recul sur le jeu de rôle, on a tendance à dire, c'est horriblement mal écrit, à mettre sous le nom système les règles du jeu, en fait, les règles qui sont écrites dans le bouquin, genre les points de vie, les compétences, tout ça. Mais si on prend un peu de recul, on se rend bien compte qu'il y a d'autres systèmes en jeu de rôle, ou en tout cas qu'il y a d'autres choses qui impactent l'expérience, dont le scénario. Le scénario qui
en soi est un système. En fait, on pourrait faire une sorte de différenciation entre le système et les choix. Un jeu, c'est un jeu, que ce soit un jeu de rôle ou un autre jeu, c'est des systèmes plus ou moins formels, plus ou moins explicites, qui viennent contraindre nos choix, et ces systèmes, en fait, vont faire que chaque jeu est différent. Les choix, ce sont les gens qui jouent au jeu. C'est la partie qui n'est pas vraiment prise en compte par le système, en gros. Dans cette campagne, ce qu'il y a comme système, c'est des systèmes plus ou moins admis du jeu de rôle traditionnel, tel que c'est le MJ qui tranche, c'est le MJ qui demande quand on jette un jet de dés, etc., etc. Ensuite, il y a le système de règles de Warhammer, donc c'est-à-dire... Alors, en l'occurrence, on jouait pas avec le système de Warhammer, on jouait avec celui de Brigandine. C'est-à-dire, on jette des compétences, les dégâts, ils fonctionnent comme ci, on peut dépenser des points de sang-froid comme ça, tout ça, tout ça. Et puis, il y a un autre système qui est celui du scénario. Et en fait, le système du scénario et le système de résolution, pour moi, ne fonctionnent pas très très bien ensemble. Ça veut pas dire qu'on peut pas jouer la campagne de l'ennemi intérieur, ça veut pas dire qu'on peut pas s'amuser et tout. Ça veut dire que moi, je suis peut-être, encore une fois, c'est un problème personnel, hein, mais je suis peut-être trop conscient du fait que ces deux systèmes ne s'embranchent pas très très bien. En tout cas, ça n'est pas agréable pour moi parce que à de nombreux moments, il y a une opposition qui vient se faire entre le scénar et les règles. C'est-à-dire que le scénar, il est écrit de telle façon à ce que, déjà, il part du principe que beaucoup de choix, il spécule sur le fait que beaucoup de choix des PJ vont être faits d'une certaine façon, pour les mener d'abord d'Aldorf à Bogenhafen, puis de Bogenhafen à Mort sur le Reich, puis de Mort sur le Reich à Middenheim, etc., etc. Donc tout ça, c'est quand même, voilà, faut y croire. Et donc je pense que ce scénar tel qu'il est écrit compte beaucoup sur le fait que déjà les choix des PJ, ou plutôt les choix des joueurs en fait, que les joueurs fassent beaucoup de choix que d'aucuns pourraient dire un peu méta, de se dire en fait c'est important qu'on joue la campagne, donc dès qu'on voit une accroche on la saisit. Donc déjà, il fait ce pari-là. Ça, encore, j'ai envie de vous dire, c'est un peu logique si on veut faire un scénario, qu'on veut mettre en avant un système de scénario. Toute forme de réactance, c'est-à-dire de se dire « Oh là là », j'ai appris ce mot hier, hein. De réactance, c'est-à-dire de se dire « Oh là là, je vois l'accroche, bah, je vais faire exprès de pas la saisir », est complètement contre-productive si on cherche à jouer un scénario. Donc le simple fait que les joueurs soient au courant de jouer un scénario va probablement impacter leur choix. Ça veut pas dire que ce sera parfait et le MJ va devoir explicitement dire c'est ça qu'il faut faire dans le scénario, hein. Mais ça va les influencer dans leur choix et ils vont probablement adapter leur choix de joueur au fait de suivre le scénario. Ça, c'est une première chose déjà que j'aime pas trop. Mais vraiment, le deuxième truc qui est un peu le fond encore plus fort du problème, pour moi, c'est l'opposition entre le système de règles et le système de scénario. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le scénario, il compte sur le fait, par exemple, que le sosie de Castor Liberung, par exemple, survive. Ça, c'est quand même le trope de il y a le sosie de Castor Liberung, on le traîne sur toute la campagne. C'est dans les bouquins. On vous dit souvent si le sosie de Castor Liberung est encore là, faites ceci, etc., etc. Donc on voit que dans le livre ils sont conscients que ça va peut-être pas être le cas, mais c'est quand même pas mal écrit pour que ce soit ça une des accroches fortes. C'est quand même écrit dans l'idée que ça fonctionne déjà. Ensuite, il y a plein de scènes. Par exemple, là, rien que dans ce scénar-là, la scène où les PJ donc ils vont vers l'entrepôt 13, et ben il y a une péripétie qui est écrite où il y a un incendie. Je vais vous lire exactement ce qui est écrit dans cette péripétie. D'ailleurs, je l'ai lu à mes PJ pour qu'ils se rendent bien compte de ce que c'est. Je l'aurais lu après la séance. Un incident flamboyant. Pendant que les personnages traversent la ville, ils aperçoivent un bâtiment en feu dans l'une des ruelles au nord de la Bergstrasse, ou à un autre endroit si les joueurs ont décidé d'éviter la Bergstrasse. L'endroit exact n'a pas d'importance, tant qu'il se trouve sur la route que suivent les personnages pour se rendre à l'Ostendam. Donc ça déjà, c'est un troll quantique. C'est-à-dire qu'on nous dit grosso modo que peu importe la route qu'empruntent les PJ, ils vont voir cet incident flamboyant. À moins que les joueurs ne précisent pas qu'ils font un grand détour pour éviter ce quartier, ils tourneront à un coin de rue et se retrouveront nez à nez avec l'un d'entre eux. Le sosie est poursuivi par une foule en colère. Il bouscule les personnages et disparaît dans une ruelle. La foule commence immédiatement à s'en prendre aux personnages en criant « Arrêtez-vous, bande d'incendiaires, qu'on les pende !» Plusieurs dizaines de personnes leur foncent dessus et il est clair que les personnages n'ont aucune chance s'ils décident d'en venir aux mains. Évidemment, c'est Gideon le véritable incendiaire. Il a suivi le groupe, s'est jeté le sort jumeau maléfique pour prendre l'apparence d'un des personnages afin de mettre le feu au bâtiment. Il s'est assuré que les gens présents le voient faire et s'est ensuite dirigé vers l'endroit où se trouvaient les PJ. Le groupe doit échapper à la foule avant de pouvoir aller plus loin. Comme pour les patrouilles de guet, assurez-vous que les personnages parviennent bien à se débarrasser de leurs poursuivants tout en faisant en sorte que les joueurs aient l'impression que leurs personnages sont sur le point d'être lynchés. Tout PJ suffisamment stupide pour s'arrêter et tenter de raisonner la foule sera rapidement dépassé et pendu. Donc en fait,
On nous parle de donner des impressions. On nous parle finalement d'une scène sans enjeu. On nous dit plus ou moins faites en sorte que les PJ survivent, etc. Et tout ça, pour moi, c'est bien la preuve qu'à ce moment-là, et c'est pas du tout le seul, on a une confrontation entre le fait de faire le scénar et le système de règles. Parce que s'il y a des combats ou des scènes d'action dans lesquelles je décide de ne plus vraiment appliquer les règles et que peu importe les choix des PJ, j'essaye de continuer à les amener dans le scénar, moi, je suis désolé, mais ça me crée vraiment une dissonance cognitive. C'est-à-dire que est-ce qu'on respecte les règles que si le combat c'est vraiment un moment cathartique? Est-ce que du coup ça veut dire que tous les autres combats secondaires, mais pourquoi s'embêter avec des règles en fait dans ces moments-là? Et aussi ça réduit l'impact des choix des PJ parce que en fait quand des PJ décident par exemple, j'en sais rien, ils ont pas fait ça, hein, mais si les PJ dans cette scène typiquement ils se sentent un peu chauds et ils veulent affronter toute la foule. Là c'est écrit faites-leur sentir que c'est impossible, mais ils veulent le faire. Donc je leur dis, bon bah on va faire un combat. Admettons, ils disent, on tue 3 mecs dans la foule, je tire au pistolet, j'essaie d'intimider des mecs, et j'essaie de les faire fuir. Bah il va y avoir des GD, peut-être qu'il y a un PJ qui va mourir là-dessus. Parce qu'on joue les conséquences de leur choix. Ce n'est pas que esthétique. On jette les dés, etc. Comme si le jeu ne prenait pas du tout ça en compte, et en fait se disait simplement, c'est à la charge du MJ de réussir à faire que ce scénario soit joué tel qu'il est écrit, quitte à ignorer les règles, quitte à déplacer des éléments du scénario, donc à faire des trolls quantiques, quitte à broder, etc., etc. Et pour moi, ça va en contradiction, clairement, avec le système de résolution. Il faut soit changer le système de résolution, soit faire le choix de se dire, on joue dans l'univers de Warhammer, il y a une situation qui est posée, donc un contexte, et donc dans ce cas-là, c'est un bac à sable. À partir de ce moment-là, le contexte ne doit pas tout le temps s'adapter, etc., à ce que font les PJ au fur et à mesure de la partie. Ils sont dans le contexte. Ce contexte, il va être modifié par leur choix d'action ou de non-action et par le système de règles, le système de résolution. Moi, c'est comme ça que je joue la plupart du temps. C'est comme ça que j'aime jouer. C'est un bac à sable, ce n'est pas un scénario. Si je veux jouer un scénario, du coup, on est sur un scénario. Donc un scénario, l'idée c'est, on a un contexte, mais ce contexte est plus qu'un contexte, parce que c'est un contexte évolutif qui spécule sur les événements à venir. Et en fait, là, on a littéralement 5 livres qui nous font une succession d'événements et d'actions présupposées des PJ. Donc, en fait, c'est une histoire. C'est une histoire où la marge de manœuvre des PJ, elle est un peu comme ça, quoi. Et nous, en tant que MJ, on doit essayer de faire en sorte que ça reste, qu'on reste bien dans cette artère. Si je devais jouer un truc comme ça, ce que je ferais, honnêtement, c'est que je jouerais pas à Brigandine. Je ferais un jeu où, en gros, par exemple, on dit, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de points de vie, il n'y a pas de... Le temps est plus flou. On accorde beaucoup moins d'importance à l'écoulement du temps. On accorde beaucoup moins d'importance aux points de vie, aux monnaies telles que le sang-froid, parce que les jets de dés, en fait, sont simplement des moyens de créer de la tension. Ils ne simulent rien du tout. Donc, par exemple, quand il y a un combat où je veux pas que mes PJ meurent, parce que pour l'instant, par exemple, j'ai encore besoin de Castor Lieberung, à chaque fois que Castor Lieberung, il se bat, si je veux vraiment pouvoir maîtriser complètement l'évolution du scénario, le meilleur système de résolution que je pourrais mettre en face de ça, c'est un jeu où, en fait, je veux dire n'importe quoi, on jette un D6, le MJ décide d'une difficulté, donc par exemple, il dit tu dois faire 5+, ici, et si je fais pas 5+, donc je fais 4-, donc 5+, je réussis, quoi. Si je fais 4-, le MJ décrit une complication. Et quand c'est Castor Lieberung, enfin le sosie qui se prend la complication, jamais je le fais mourir, jamais. Il n'y a même pas de notion de point de vie. Je lui dis, ah, le méchant, il te coince, il te fait une clé de bras, les autres, qu'est-ce que vous faites? Et en fait, je peux faire littéralement 10 000 G de dés sans que personne ne meure, parce qu'en fait, il n'est pas écrit quelque part que quand on se prend un coup, on prend tel montant de points de dégâts, et que quand on prend tel montant de points de dégâts, on arrive à tant de points de vie, et que quand on arrive à tant de points de vie, il faut dépenser un point de destin pour survivre. En fait, c'est un hasard qui ne sert qu'à faire des petits rebondissements, c'est plutôt esthétique. Bien sûr, là, je prends l'exemple de moments où j'ai envie de garder le contrôle en tant que MJ. Il peut y avoir des moments où je me dis, bon, c'est bon, le sosie de Castor Lieberung, à partir de maintenant, il est moins essentiel pour continuer la campagne, par exemple. Encore une fois, je dis pas que la campagne nécessite forcément que Castor Lieberung survivent. Je pense qu'il y a plein de groupes où Castor Lieberung il est mort et la campagne a pu continuer. C'est un exemple. Mais admettons, je veux préserver mon Castor Lieberung. Je peux très bien, à partir du moment où je considère qu'il est plus si important que ça, ce Castor Lieberung, me dire ok, on peut arriver à un moment un peu plus cathartique pour le personnage. Il peut mourir maintenant dans les combats et tout. On n'en a plus besoin comme ressort scénaristique pour faire des liens avec des PNJ et tout ça. Donc, maintenant, il est Castor Lieberung.
en combat quand il fait c'est pas un 4+, mais un 4-, maintenant peut-être qu'il pourra mourir, quoi. Maintenant, ça m'importe moins. Donc en fait, voilà, ce serait un système beaucoup plus narratif finalement que simulationniste, où les G2D permettent de créer des rebondissements, des trucs comme ça. Et de la même façon, ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire quand les PJ, par exemple, décident de faire des choix qui vont à l'encontre du scénario, admettons, j'en sais rien moi, ils décident de rentrer chez Johannes Teugen. Et moi, je me dis, il faut que j'arrive à les amener au rituel. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on ne fait pas en sorte de garder un petit peu les PJ, dans la trame du scénario de l'ennemi intérieur, c'est littéralement des dizaines de pages de scénario qu'on a lu, qu'on a révisé, qui ne serviront à rien. Donc forcément, il y a une tension, vous voyez. Si les PJ décident de partir de Boganafa et de pas s'occuper du rituel et qu'on suit exactement le scénario tel qu'il est écrit, la ville est détruite, les PJ n'ont jamais rien exploré de Boganafen, c'est littéralement un livre de 200 pages qui ne sert à rien. Donc forcément, on essaye de mettre des éléments, des trucs qui vont essayer de les faire s'intéresser à tout ça. Bref, je reviens à ce que je disais. Donc Johannes Teugen, admettons les PJ décident de faire éruption chez Johannes Teugen, de le prendre en otage, de le rançonner, j'en sais rien, de faire tout un délire qui fait qu'en fait, on va rater en partie le rituel. Et ben, je peux, en tant que MJ, si je veux protéger mon scénario, avec mon système de D6 un peu plus au jugé, je peux leur demander plein de jets de dés jusqu'à ce qu'ils en ratent un, et leur dire « Ah, trop dommage, t'as fini par rater un jet de D6, et donc du coup, tu te fais tomber dessus et tu te fais attraper par tous les hommes de Teugen. » Tandis que si j'ai un système qui est un peu plus simulationniste, et que j'essaye, entre guillemets, de toujours appliquer de la même façon le système à la situation. C'est surtout ça le point principal, parce que peu importe le système, il y a toujours une marge de manœuvre en tant que MJ sur les complications, etc. Mais si j'essaye de toujours appliquer le système de la même façon sans être biaisé par le scénario, il est beaucoup plus probable que finalement on arrive à choper Johannes Teugen. Parce qu'en fait, Johannes Teugen, c'est un PNJ comme un autre, il a une stat comme un autre. Si on essaie de rentrer chez lui, la serrure elle fonctionne comme ci, et machin, etc., etc. Et du coup, en fait, en appliquant comme ça le système de manière systématique plutôt que de s'en servir simplement comme un outil de tension narrative, on a beaucoup plus de chances que le scénario saute et que derrière on soit obligé de broder tout ça. Bon, je suis parti hyper loin. Tout ça pour dire que on a pas mal discuté de ça avec les joueurs, on était plus ou moins tombés d'accord, chacun a partagé des anecdotes, c'est vraiment trop dommage que vous n'ayez pas l'enregistrement, mais je leur laisserai éventuellement, s'ils écoutent tout ça, compléter en commentaire ce qu'ils pensent de tout ça. L'idée, c'est que, voilà, là, de toute façon, moi, dans tous les cas, on allait faire une petite pause. Moi, j'ai vraiment kiffé la campagne. Je pense essayer d'y donner suite. Et ce sera plutôt, en fait, continuer à jouer à Warhammer en repartant du point où ils sont restés qu'essayer de jouer la campagne de l'ennemi intérieur. Actuellement, comme je le disais, ils sont quand même toujours à peu près dans les clous, quoi. On pourrait vraiment continuer sur Mort sur le Reich. Ils ont des accroches nécessaires, tout ça. Là, ils vont au mariage, qui n'est pas vraiment dans la campagne, le mariage. Pour moi, c'est l'occasion, si on reprend, de reprendre ici, de prendre un peu de recul par rapport à la campagne, de voir quels sont leurs objectifs. Et en fait, clairement, je préfère jouer en faisant en sorte qu'à chaque session, peut-être que la campagne, ce soit par exemple, on se dit, la prochaine fois qu'on se voit, allez, on joue 10 sessions à peu près, comme on a fait là. On joue 10 sessions. Et à la fin de chacune de ces 10 sessions, je regarde simplement vos objectifs et je prépare en fonction des objectifs que vous êtes fixés. Et je me sors de la tête ce truc de je prépare en fonction des objectifs que vous êtes fixés, mais pour faire en sorte que vous arriviez bien forcément au dernier chapitre de Mort sur le Reich pour qu'on puisse continuer sur l'ennemi, le pouvoir derrière le trône en fait. Moi je préfère me dire tous les bouquins de Warhammer, de la campagne, etc. sont une boîte à outils en fait. Il y a des scènes que je trouve cool. Qui peuvent m'inspirer. Je peux continuer à balancer des accroches de l'ennemi dans l'ombre. Le but, c'est pas de me mettre en mode je veux absolument pas retoucher à cette intrigue, mais le but, c'est plutôt de me dire ce qui m'intéresse, c'est de jouer les choix des personnages, quitte à ce qu'ils meurent tous, et que la campagne se termine dans le Reich, et qu'ils aient même pas réentendu parler de la main pourpre. Voilà, parce qu'ils ont décidé, j'en sais rien, de devenir des mercenaires sur le Reich. Et donc en fait, le truc, c'est de jouer à Warhammer plutôt que de jouer la campagne. Donc ça va probablement être le principal changement si on reprend cette campagne. Probablement l'année prochaine. Là, j'ai d'autres projets. Pour ces mêmes joueurs, d'ailleurs, je leur ai proposé pour continuer à jouer le mercredi, etc. Parce que c'est des joueurs avec qui j'aime beaucoup jouer. On a passé des très très bons moments.
Encore une fois, moi, je me focalise à fond sur les problèmes, parce qu'en fait, genre, vous dire, oh là là, c'était super, et s'auto-congratuler, surtout tout seul, sans l'enregistrement, ça, c'est pas très fun, quoi. Donc, je préfère vous parler des trucs qui m'ont pas plu, et d'essayer de décortiquer, d'analyser. Et encore une fois, c'était trop cool. Si vous avez suivi tout ça, bah merci, déjà, c'est super cool. Parce que c'est pas en plus, c'est pas le genre de format le plus digeste, forcément, qu'on puisse se taper sur YouTube, quoi. Donc ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui le regardent. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche aussi, parce que c'est vrai qu'en ce moment sur YouTube, j'avais ce sentiment-là, mais je vois de plus en plus de chaînes qui disent ça. Il y a eu un changement dans ça fait toujours plaisir quand le travail, les enregistrements sont vus, et je pense que la cloche qui vous notifie permet ça, parce que apparemment les vieilles chaînes auraient tendance à un peu tomber, enfin bref. Faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi aller sur le Tipeee qui est là. Vous pouvez aller sur le Tipeee pour soutenir. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt sur le Bon MJ pour d'autres choses que l'ennemi intérieur. Et on se retrouve pour du Warhammer, probablement dans le courant de l'année prochaine. Des bisous et c'est ciao ciao ciao.